commencer par la crise énergétique mondiale en cours. Parlez duquel choc. À Northride, pas de trajet. Le panneau d'affichage est vide. Les pompes sont à l'arrêt. Les prix du pétrole restent volatiles. Le prix du Brent... L'impact de ce qui se passe au Moyen-Orient se fait très concrètement sentir ici, dans les rues. L'économie mondiale est officiellement en train de suffoquer. Avec le régime iranien qui bloque complètement le détroit d'Ormuz, les effets dévastateurs de cette situation se font désormais sentir sur toute la planète. D'immenses nations sont littéralement à court de carburant, forçant des millions de personnes à subir des coupures de courant, à la fermeture des écoles et à rationner le peu de gaz qu'il leur reste. C'est pourquoi, pour rouvrir la voie navigable, l'armée américaine a déployé pour la toute première fois une flotte de bateaux de combat drones hautement avancés dans une zone de guerre active. Ce sont en gros des hors-bords robotiques. Le Pentagone a confirmé qu'il les utilisait pour la première fois dans le cadre de l'opération Epic Fury. Les hors-bords sont officiellement appelés Global Autonomous Reconnaissance Craft de la marine américaine, ou GARC. Ils mesurent environ 5 mètres, soit à peu près 16 pieds de long. Ils peuvent effectuer des missions de surveillance, ou être utilisés comme kamikazes contre les vedettes rapides iraniennes. L'Ukraine a déjà prouvé ce concept en paralysant la flotte russe de la mer Noire avec des bateaux drones explosifs, qui coûteraient chacun environ $250 000. Et pour donner un contexte, un missile de croisière anti-navire iranien coûte quelques millions de dollars, et un destroyer américain coûte environ plusieurs milliards de dollars. Donc c'est clairement rentable. Maintenant, l'Iran utilise déjà ses bateaux drones pour attaquer des pétroliers dans le Golfe, essentiellement des pétroliers civils qui ne sont pas protégés. À l'heure actuelle, nous ne savons pas exactement si les États-Unis ont utilisé l'un de ces navires pour des frappes offensives, mais nous savons qu'ils en ont la capacité. Maintenant, les États-Unis gardent volontairement le secret sur leur utilisation, mais nous savons qu'ils ont enregistré plus de 400 heures, rien que dans cette opération. Seul le temps nous dira si ces drones peuvent réellement rouvrir le détroit, car comme vous le savez peut-être, ou l'avez entendu, le détroit d'Ormuz est en ce moment la chose la plus importante au monde, et pas seulement dans cette guerre. C'est parce que si vous regardez la région du Golfe Persique, elle détient environ 60% des réserves prouvées de pétrole du monde et plus de 40% de ses réserves de gaz naturel. Cela signifie qu'il n'y a nulle part ailleurs dans le monde où l'on trouve une telle concentration de pétrole et de gaz dans une seule région. Maintenant, ce qui rend la situation encore plus problématique, c'est le fait qu'une grande partie de ce pétrole et de ce gaz transite par le détroit d'Ormuz, qui ne fait qu'environ 20 miles de large à son point le plus étroit. Voyons maintenant ce que cela signifie exactement en termes de chiffres et qui cela concerne. Comme le montre le graphique à l'écran, environ 20% du commerce mondial quotidien de pétrole transitait par le détroit avant la guerre. À gauche du graphique figurent les pays exportateurs de pétrole, à droite les pays importateurs. Avez-vous remarqué quelque chose d'intéressant ? La plupart des pays recevant le pétrole du détroit d'Ormuz sont situés en Russie. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important dans un instant. Voyons d'abord ces données sous un autre angle. Actuellement, nous observons quel pays achète de pétrole du détroit d'Ormuz, n'est-ce pas, d'une certaine façon. Maintenant, voyons quelle part du pétrole d'un pays provient du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire à quel point ils dépendent du détroit. Cela nous montre en fait quels pays ressentent vraiment la pression. Le Japon est en tête. 93% de leurs importations de pétrole proviennent du détroit. La Corée du Sud, 70% Taïwan, 60% l'Inde, 60% la Thaïlande, 55% la Chine, 40% les Philippines, 38% Singapour, 30%. Les États-Unis sont tout en bas, moins de 10%, donc ils ne dépendent pas vraiment du détroit d'Ormuz. Cela ne veut pas dire que les États-Unis ne sont pas affectés, mais directement, les États-Unis ne reçoivent pas beaucoup de pétrole du détroit. Maintenant, ceci ne montre que le commerce direct, c'est-à-dire que si un pétrolier vient du détroit d'Ormuz et se rend directement dans un pays, alors c'est ce que nous voyons dans ce graphique. Mais ce n'est pas toute l'histoire, car il y a beaucoup de pays qui ont une exposition indirecte, c'est-à-dire, supposons qu'un pétrolier parte du détroit d'Ormuz vers une raffinerie en Inde. Ensuite, une raffinerie indienne traite ce pétrole et l'expédie vers un autre pays, disons les Philippines. Cela montre que les Philippines restent dépendantes du détroit, même si ce n'est pas visible dans le graphique étudié. Observons aussi les expositions indirectes. Voici la situation complète. Et en fait, c'est bien pire. Les Philippines passent de 38% à 93% lorsque l'on prend en compte ce commerce pétrolier indirect. Taïwan passe à 80%, mais pour Taïwan, la situation est encore pire à cause des semi-conducteurs.
Et cela dépend vraiment de cette petite chose à laquelle les gens ne prêtent pas vraiment attention, mais qui est très importante. C'est l'hélium. Nous en parlerons plus tard dans la vidéo. Mais ici, nous avons aussi la Corée du Sud à 70%, la Chine, et le Vietnam à 60 et 50%. Maintenant, il y a une autre partie de l'histoire, et ce sont les réserves stratégiques. Vous voyez, certains pays ont de l'argent, dont ils ont stocké du pétrole. D'autres non. Et cette image nous montre aussi exactement à quel point chaque pays souffre. Alors, voyons cela. Si on commence à regarder les réserves, on sait que le Japon a plus de 250 jours de réserves stratégiques, qui combinent les réserves du gouvernement, et bien sûr aussi les réserves privées. C'est énorme! Donc, même si le Japon obtient beaucoup de son pétrole du détroit d'Ormuz, il ne souffre pas autant que certains autres pays, que vous voyez en bas du graphique, comme le Bangladesh et le Pakistan. Au début de cette guerre, ces pays n'avaient plus que 2 semaines de pétrole. Ce n'est pas beaucoup, car cela fait déjà environ 1 mois que la guerre a commencé. Maintenant, ces pays ne sont pas à court de pétrole, mais la situation dans ces pays est devenue critique. Le Bangladesh a fermé ses écoles à l'échelle nationale et prévoit des coupures de courant. Au Pakistan, la moitié des employés du secteur public ont reçu l'ordre de travailler à domicile. Et ils ont également fermé les écoles. Ils ont réduit le nombre de jours de travail dans les entreprises privées. Donc, au lieu de semaines de travail de 5 jours, ils n'ont plus que des semaines de travail de 4 jours. Et nous voyons une situation similaire au Sri Lanka, qui est l'un des pays qui n'apparaissait pas sur les graphiques, parce que je n'ai pas pu trouver les données. Mais ils pratiquent également le rationnement du carburant. Ils ont aussi réduit leur temps de travail, comme le Pakistan. Et nous voyons de très longues files d'attente devant les stations-service dans pratiquement tous les pays que nous avons couverts jusqu'à présent. Heureusement, une partie de l'approvisionnement en pétrole est de nouveau disponible, non pas depuis le détroit d'Ormuz, mais il est redirigé vers la mer Rouge. Vous voyez, des pays comme l'Arabie Saoudite ont en fait un oléoduc qui traverse tout leur pays. Il part donc de l'est, du détroit d'Ormuz, jusqu'à l'ouest, jusqu'à la mer Rouge. Il pompe simplement le pétrole à travers le pays, et le charge sur des pétroliers dans les ports de la mer Rouge. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'Arabie Saoudite a en fait construit cet oléoduc pendant la guerre Iran-Irak des années 80, lorsqu'une situation similaire s'est produite, et que le détroit d'Ormuz a été fermé. Même dans ce cas, cela ne compense pas l'approvisionnement qui disparaît. Regardez le graphique à l'écran. Le graphique vous montre l'approvisionnement en pétrole uniquement de l'Arabie Saoudite qui passe par le détroit d'Ormuz et celui qui passe par la mer Rouge. La partie mer Rouge est en noir. Avant, l'Arabie Saoudite utilisait déjà la partie mer Rouge, mais pas autant. Maintenant, après que la partie du détroit d'Ormuz a pratiquement disparu, la partie mer Rouge a beaucoup augmenté. Mais malgré tout, c'est moins de la moitié de ce que l'Arabie Saoudite exportait avant le début de cette guerre. En plus de l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis disposent aussi d'un oléoduc traversant leur pays, contournant ainsi le détroit d'Ormuz. Les pétroliers peuvent donc simplement venir de l'autre côté du détroit, prendre le pétrole et repartir. Mais même cela ne suffit pas à compenser l'approvisionnement que les Émirats Arabes Unis fournissaient avant la guerre. Mais il y a encore des pays comme le Koweït, Bahreïn et le Qatar qui n'ont vraiment pas d'autre option que d'utiliser le détroit d'Ormuz. Donc, leurs exportations de pétrole sont pratiquement à l'arrêt. Maintenant, il ne s'agit ici que du pétrole brut dont nous parlons. Mais il y a une autre ressource essentielle qui passe par le détroit d'Ormuz dont beaucoup de gens ne parlent pas. Et c'est le GNL, le gaz naturel liquéfié. Environ 1/5 du commerce mondial de GNL passe par le détroit d'Ormuz, donc c'est assez similaire au commerce du pétrole brut. Et tout comme le pétrole brut, il y a des pays qui sont fortement, et je veux dire très fortement dépendants de ce commerce. Le Pakistan obtenait 99% de son GNL du détroit d'Ormuz. Le Bangladesh en obtenait 72%. Et c'est exactement pour cela que nous les voyons prendre des mesures aussi drastiques. Parce qu'il n'y a pas que le pétrole qui leur manque. Ils font face à des problèmes similaires aussi du côté du GNL. Ensuite, nous avons aussi l'Inde, Taïwan, la Chine, Singapour, qui restent encore très très dépendants. Pas autant que le Pakistan et le Bangladesh, mais ils en subissent quand même les conséquences. Maintenant, en bas de ce graphique, nous avons l'Europe. L'Europe ne semble pas tellement dépendante du détroit d'Ormuz, mais c'est là que les choses se compliquent. Regardez ce graphique. Ceci représente essentiellement le stockage de GNL de l'UE comparé aux 5 dernières années. Et il est important de noter que le stockage est toujours mesuré à la fin février. Donc, en gros, à la fin de l'hiver. Maintenant, l'objectif de l'UE pour la fin février est d'avoir leurs réserves remplies à 90%. En général, ils n'atteignent jamais cet objectif, mais c'est le but. Le niveau est descendu à 30% au début de la guerre Russie-Ukraine.
Depuis lors, il est resté au-dessus de 50%, mais maintenant, c'est le niveau le plus bas depuis 5 ans. Cela s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'UE reçoit maintenant moins de gaz de la Russie qu'avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, cela joue certainement un rôle très important. Deuxièmement, l'hiver dernier a été en fait plus froid que d'habitude pour les pays européens. Cela a donc vidé les réserves plus rapidement que d'habitude. Et en plus de cela, l'UE exporte maintenant plus de gaz vers l'Ukraine qu'avant le début de la guerre. Donc cela influence aussi la quantité qu'ils peuvent stocker pour eux-mêmes. Mais ces niveaux bas créent un énorme problème parce que le plan de l'UE est généralement de remplir les stocks avant l'arrivée de l'hiver. Pour cela, ils doivent acheter plus que nécessaire sur le marché. Et en ce moment, cela va poser problème parce qu'ils vont maintenant se retrouver en concurrence avec ces pays asiatiques qui ont désespérément besoin du GNL pour remplacer l'approvisionnement du détroit d'Ormuz. Donc même si avant la guerre, l'UE ne recevait pas beaucoup d'approvisionnement du détroit d'Ormuz, maintenant les vendeurs auprès desquels ils s'approvisionnaient vont avoir plus d'acheteurs parce que ces pays asiatiques veulent le même produit ou le même approvisionnement. Et lorsque la demande explose alors que l'offre reste stable, les prix vont forcément augmenter pour tout le monde. Maintenant, en parlant de l'Europe, on ne peut pas oublier le Brexit parce que toutes les données que nous avons examinées concernent spécifiquement l'UE, l'Union européenne. Malheureusement, les données de l'UE n'incluent plus le Royaume-Uni. Regardons donc spécifiquement ce pays. La bonne nouvelle pour le Royaume-Uni, c'est qu'il reçoit moins de 2% de son GNL du détroit d'Ormuz. Donc, dans ce sens-là, ils sont en sécurité. Mais ils ont un autre problème, assez similaire à celui de l'Europe. Leurs réserves sont très basses. Regardez ce graphique. Les réserves du Royaume-Uni sont à peine visibles quand on les compare à celles des pays européens. Et en plus, ils n'en ont pas beaucoup par rapport à leur consommation pendant l'hiver. En fait, selon les données sur les réserves du Royaume-Uni, ils n'ont qu'environ 1 jour et demi de consommation maximale en hiver. Donc, s'ils ne reçoivent plus de gaz, ce qui encore une fois n'arrivera pas, mais juste hypothétiquement, s'il n'y a plus d'approvisionnement, le Royaume-Uni serait à court. Le Royaume-Uni n'est pas conçu pour stocker du gaz, il agit plutôt comme une rivière avec un flux constant. Cela pose des problèmes, surtout actuellement. Parce que, disons que si vous êtes un pays comme le Japon, qui a beaucoup de pétrole en réserve, ils peuvent maintenant utiliser ce stockage pour en gros atténuer la douleur des hausses de prix. Ils peuvent réduire les prix nationaux, ou mondiaux, en libérant leurs réserves stratégiques. Le Royaume-Uni, sans cette option, doit continuer à acheter du gaz. Et malheureusement, les prix du gaz vont augmenter parce que la demande est toujours là et que l'offre a fortement diminué. En fait, d'après les rapports venant du Royaume-Uni, il semble que les prix du gaz dans le pays ont déjà augmenté de 50%, rien qu'en comparaison avec février. Donc on ressent déjà la douleur de l'inflation. Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que du pétrole et du gaz. On peut dire que c'est le moteur de l'économie moderne. Nous devons parler du véritable moteur, la nourriture. Elle alimente l'économie et chaque être humain. Elle est aussi touchée. Je suis sûr que vous connaissez le cas le plus évident. Les prix des aliments vont augmenter car le pétrole monte et il faut du carburant pour le transport, la transformation et la distribution. Donc d'une certaine manière, le prix du carburant fait aussi augmenter le prix de la nourriture. Mais il y a un autre facteur dont on ne parle pas, et c'est l'engrais. Vous voyez, environ 1/3 des engrais mondiaux passent en fait par le détroit d'Ormuz. Et tout comme les pétroliers, les navires transportant des engrais ne passent plus. Et cela signifie que les prix explosent et que l'offre diminue. Et voici le pire. Cela se produit à un moment où les agriculteurs ont plus que jamais besoin d'engrais, car c'est la saison des semis. Maintenant, je tiens à faire une petite mise en garde ici. N'étant ni expert ni agriculteur, je parle selon mes recherches. Mais en ce moment, c'est la période de préparation pour les agriculteurs de l'hémisphère nord, et c'est à cette période de l'année que les agriculteurs utilisent généralement le plus d'engrais. Donc ils en ont vraiment besoin, et les prix deviennent incontrôlables. Regardez ces prix des engrais. En mars, ils montent littéralement en flèche. Comme je l'ai dit, je ne suis pas agriculteur, mais je sais une chose. L'agriculture n'offre pas de fortes marges. Et quand l'un de vos intrants les plus importants voit son prix augmenter autant, vous n'avez généralement pas beaucoup de marge de manœuvre pour, vous savez, ne pas augmenter les prix des aliments. Vous êtes un peu obligé d'augmenter les prix des aliments pour vous assurer de gagner un peu d'argent quand vous faites de l'agriculture. Et enfin, nous avons l'hélium, que je ne savais pas qu'on pouvait utiliser pour autre chose que des ballons. Je pensais que c'était la seule utilisation. Mais apparemment, c'est très important pour la fabrication des semi-conducteurs, ce que je suis sûr que vous savez, est essentiel pour tout ce que nous utilisons en matière d'électronique.
Tout ce qui m'entoure contient un semi-conducteur, peut-être à part cette bouteille d'eau. Et en plus de ça, l'hélium est aussi utilisé dans les machines IRM. Donc, beaucoup d'hôpitaux, y compris ici aux États-Unis, dépendent de l'hélium qui vient du Moyen-Orient. Heureusement, les États-Unis produisent aussi beaucoup de leur propre hélium. Donc, c'est une bonne chose. Mais les prix vont forcément augmenter partout dans le monde quand l'offre disparaît. Et ça va probablement poser problème aux pays qui ne produisent pas leur propre hélium.